Les chiffres économiques ne sont pas bons. Croissance en berne, chômage en hausse, pouvoir d'achat qui baisse fortement. On en parle avec vous, Philippe Moati. Bonjour. Bonjour. Vous êtes président de l'Observatoire Société et Consommation. Vous enseignez à l'Université Paris Diderot. Alors, on a le plus fort recul du pouvoir d'achat depuis 28 ans. C'est pas bien pour les Français et c'est très dangereux pour l'économie française. Vous avez raison, c'est d'abord un événement rare, il faut le noter, et malheureusement, j'ai peur que ce ne soit pas ponctuel, alors que dans le passé, ça a été vraiment des accidents de l'histoire. Là, il est possible que nous soyons en train d'entrer dans une phase relativement longue de stagnation, voire de légère diminution du pouvoir d'achat. Alors, ce n'est pas une bonne nouvelle pour les Français, évidemment, parce que ça veut dire qu'on a moins de moyens pour consommer, pour satisfaire ses besoins. Mais concrètement, ça se traduit comment? Quelles dépenses on reporte? On commence déjà par réduire son épargne. C'est ce que les Français ont commencé à faire depuis à peu près un an, réduire son épargne pour essayer de maintenir son niveau de vie, parce qu'il y a beaucoup d'inertie dans le niveau de vie. Nous avons beaucoup de dépenses qui sont déjà programmées, qui sont contraintes, le loyer, les abonnements au téléphone portable, etc. Donc on ne peut pas du jour au lendemain revenir en arrière, sans compter que ça ne fait pas du tout plaisir. Donc on essaye le plus longtemps possible de ménager son train de vie. Donc on réduit son bas de laine et puis à un moment on va arriver un peu aux limites de l'exercice, notamment parce que l'avenir fait peur. Donc il y a une force qui pousse dans l'autre direction, c'est qu'on a plutôt envie d'avoir un petit matelas de sécurité en prévision des difficultés que nous pourrions rencontrer. Donc après il faut ajuster son niveau de consommation. C'est ça qui est douloureux. Alors évidemment quand on est relativement à l'aise, c'est pas très douloureux. Quand on est déjà un peu serré, ça peut Mais on taille dans quoi prioritairement? Alors, il y a des choses sur lesquelles on ne peut pas tailler. Donc, il faut commencer par ça, notamment le loyer, l'énergie, l'essence pour la voiture lorsqu'on vit dans une zone rurale ou périurbaine. Ensuite, il y a des postes sur lesquels on n'a pas envie de tailler. C'est tout ce qui fait un peu plaisir, qui donne un peu le sel à la vie. Donc, on va peut-être réduire un peu, mais on va essayer de garder l'essentiel. Donc, on va partir en vacances quand même, mais peut-être moins loin, moins longtemps. On va au restaurant, mais moins souvent. On ne prend pas de dessert, etc. Et puis, entre ces deux types de dépenses, il y a les dépenses sur lesquelles on a une petite marge de manœuvre et qui ne font pas tellement plaisir. Donc, ce n'est pas un gros sacrifice. Alors, l'habillement, on est en période de solde. Nous avons déjà beaucoup de vêtements pour la plupart d'entre nous dans nos maisons. Un de plus, un de moins, est-ce que ça change vraiment la donne? Donc, ça, je pense qu'il y aura un arbitrage. Ça commence déjà à s'imprimer dans les chiffres sur l'équipement de la personne. L'alimentaire aussi, c'est assez surprenant, mais on l'a déjà vu en 2008, où là aussi, il y avait un petit coup de grisou sur le pouvoir d'achat. Les dépenses alimentaires avaient diminué. Non seulement on achète des produits moins coûteux, mais on achète globalement moins de produits. On achète des produits bruts qu'on transforme à la maison plutôt que des produits déjà préparés, des plats cuisinés, par exemple. Voilà. Donc, un peu partout, on va grappiller pour arriver à s'ajuster. Et in fine, si ça doit durer, ça va certainement encourager la mise en place de comportements un petit peu alternatifs, d'autres manières de consommer, un petit peu en dehors de la sphère marchande, qui permet de retrouver un petit degré de liberté et d'être un peu acteur de sa consommation. Pour évoquer le marché de l'occasion, revendre des produits d'occasion, ça permet de dégager du pouvoir d'achat. En acheter, ça permet d'acheter moins cher. Une pratique qui se développe actuellement, c'est la location entre particuliers. Vous avez un produit que vous n'utilisez pas au quotidien, vous le mettez en location, ça vous permet de récupérer quelques euros. Et quand vous avez besoin d'un produit, plutôt que de l'acheter, vous allez le louer ponctuellement, ça vous coûtera beaucoup moins cher. Voilà des pratiques alternatives qui risquent d'être un peu attisées par ce contexte conjoncturel très défavorable. Alors les soldes ont commencé ce matin, avant c'était un petit peu la cerise sur le gâteau, on se faisait plaisir. Est-ce que ça ne devient pas finalement les deux moments, hiver et été, où on achète? Est-ce qu'il y a des Français qui commencent à dire, entre les soldes, moi j'achète quasiment plus? Oui, il y a des Français qui disent ça, ils sont relativement nombreux, mais en réalité, c'est plus profond que ça. Ce qui se produit, c'est qu'on achète de plus en plus à prix barré. Or, les soldes... On ne peut plus acheter plein tarif. Voilà, et je pense qu'on a raison de le faire, puisque les prix, quelque part, sont calculés en fonction du fait qu'on sait qu'on va vendre une partie importante des produits à prix barré. Donc, vous avez raison, traditionnellement, c'était les deux périodes de soldes qui étaient ces moments où on pouvait acheter à prix barré, mais aujourd'hui, les occasions se sont multipliées pour évoquer évidemment les soldes flottants, et beaucoup ont déjà dégainé cette possibilité de barrer les prix avant la période de solde officielle, donc 2 semaines que chaque commerçant peut mobiliser quand il veut dans l'année. Et puis évidemment, il y a Internet et toutes les bonnes affaires que l'on peut faire tout au long de l'année sur Internet. Au-delà des particuliers, ces mauvais chiffres, ce recul du pouvoir d'achat, c'est très mauvais pour les finances de l'État, c'est très mauvais pour les entreprises. Bien sûr, c'est mauvais pour l'économie. Souvenez-vous que c'était quasiment notre dernier moteur de la croissance. Les dépenses publiques sont évidemment plus un moteur, puisqu'au contraire, on est en phase de réduction des dépenses publiques. Le commerce extérieur affiche un déficit abyssal. Donc le seul moteur qui nous restait était la consommation des ménages. S'il y a une déprime durable sur le pouvoir d'achat des ménages, et je pense qu'on va rentrer dans ce scénario, la consommation, à son tour, va s'effriter. Donc il y a un vrai risque de rentrer dans un cercle vicieux, où la récession appelle la récession. D'où l'importance d'engager une politique de croissance à l'échelle de l'Europe. C'est la seule issue. Il n'y a pas d'urgence peut-être à assainir à cette vitesse les comptes publics, parce qu'on va tuer le malade plutôt que le soigner. Il faut absolument négocier avec nos partenaires européens un étalement de cet effort de redressement des finances publiques et un plan de relance à l'échelle de l'Europe. La rigueur absolue n'est pas la solution. C'est pas la solution. Regardez la Grèce, regardez l'Espagne. Plus on applique ce remède de cheval, plus la capacité des États
assainir leurs comptes s'affaiblissent. Parce que je vous rappelle malgré tout que le gros des recettes fiscales de l'État sont assises sur l'activité. Donc baisse d'activité signifie moins de recettes et donc on remonte d'un cran la barre du redressement des finances publiques. Alors l'INSEE prévoit une croissance de 0,4% pour 2012. On était à 1,7% l'an dernier. C'est donc une forte chute. Par rapport à d'autres pays qui sont en tête des économies européennes, on se situe comment ? On est dans le peloton, il y a bien pire, il y a bien pire que nous, il y a mieux, mais je pense qu'il faut vraiment raisonner à l'échelle européenne. On voit bien la limite de l'exercice aujourd'hui. Chaque État, pris individuellement avec les règles du jeu qui sont celles qu'on connaît aujourd'hui, n'a pas les moyens de sortir de ces cercles vicieux. Il faut vraiment nous coordonner et faire de la croissance l'objectif numéro 1 de la politique économique à l'échelle de l'Europe. Merci beaucoup pour cet éclairage, Philippe Moati. Bon, la seule bonne nouvelle du jour alors ?